Bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Penda Mbow, ministre conseiller du président de la République. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Sir, ça fait un bail qu'on ne vous a pas entendu dans les médias. Qu'est-ce qui explique un peu ce... La faute aux journalistes. Oui, mais manifestement, professeur, voilà quoi. Apparemment, vous n'avez plus cette liberté d'opinion que vous aviez auparavant. Est-ce que vous l'avez testé? Aujourd'hui, vous êtes venu chez moi, vous êtes en train de m'interviewer et je vous réponds. Le jour où je refuserai de répondre à une interview, ou lorsque j'aurai une langue de bois, là, vous pourrez dire. Il n'y a pas très longtemps, je suis passée à l'émission de votre confrère Alessandro Sampedo, juste après le référendum et après la libération de Karim Wade, et je ne pense quand même pas avoir tenu une langue de bois. Voilà, professeur, récemment, vous avez déclaré que l'État a donné trop de pouvoir aux religieux plutôt. Pouvez-vous être plus clair par rapport à ça? Vous savez, moi je suis une historienne. J'ai enseigné pendant plus de 30 ans l'histoire du Moyen-Âge européen, musulman. Et d'ailleurs, lorsque j'ai été nommé docteur honoris causa au mois d'octobre dernier à l'université de Cluj, mon discours de réception a porté sur le sujet suivant: au confluent des civilisations européennes et musulmanes, itinéraire intellectuel du Africain. Cela veut dire que mon ancrage intellectuel dans le Moyen-Âge et l'histoire des religions est tel que je pense avoir une connaissance relativement fine de la religion, de son évolution. Et ce que j'évoque, ou ce que j'ai évoqué au cours de cette réunion, je n'ai pas évoqué la religion, je n'ai pas parlé de dogme, je n'ai pas parlé de hadith, j'ai plutôt parlé d'un système social. Et un système social est évolutif en fonction d'un ensemble de facteurs, de préoccupations. Et la religion telle qu'on l'a pratiquée, que ce soit l'islam ou la religion chrétienne ou toute autre religion, y compris la religion juive, telle qu'on les a pratiquées pendant la période du médiéval, ces pratiques ont évolué et qu'aujourd'hui, la religion doit prendre en compte les préoccupations du moment, mais aussi les besoins de transformation économique et sociale. Or, lorsqu'on voit notre système social tel qu'il fonctionne, on ne peut pas dire que ce système social répond aux normes de la modernité. Il nous faut changer de l'état aujourd'hui. Je prends le cas, par exemple, de ce qui nous unit aujourd'hui et qu'on appelle les confréries religieuses. J'ai l'habitude de dire que les confréries qui sont issues de la mystique musulmane et du soufisme relevaient tout d'abord d'une démarche tout à fait individuelle. Il n'y a pas une démarche plus individuelle que celle de la mystique musulmane. Je pense que le cas de Cheikh Abdelkader Jilani, qui était né à Bagdad, et on a vu ses fidèles recevoir ce qu'on appelle la khilqa, si vous voulez, l'ordre ou la possibilité de se constituer en confrérie 3 siècles après le décès de Cheikh Abdelkader Jilani. Ça veut dire simplement que c'est un individu qui est allé à la recherche de Dieu, jusqu'à rencontrer Dieu, jusqu'à devenir un saint, qu'il n'y avait pas cette fonction sociale toute sa vie durant. Il n'a fait qu'enseigner, et c'est vrai pour la plupart des mystiques. On peut prendre le cas d'Ibn Arabi, de l'imam Al-Ghazali, qui a laissé ses écrits, qui constituent une référence aujourd'hui au Sénégal de beaucoup de mystiques musulmans. Et le premier mystique, c'était une femme, c'était Rabia al-Adawiya, qui a été une première mystique musulmane et qui, dès le début de l'islam, 8e siècle. Et Rabia al-Adawiya, elle était une femme, elle a vécu pour l'amour de Dieu. On peut prendre le cas d'Al-Halaj au Xe siècle. Massignon a fait des travaux extraordinaires sur Al-Halaj. Et Al-Halaj, qui a même été, disons, exécuté, parce que son amour divin avait atteint
un niveau inégalé. Donc, vous voyez, c'était des démarches tout à fait individuelles. Mais aujourd'hui, la démarche individuelle, qui était une démarche intellectuelle, une démarche, si je peux m'exprimer ainsi, qui était une démarche tout à fait de retrait par rapport au monde, a donné naissance à ces confréries où la tendance populaire prend le dessus peut-être sur cette dimension mystique dont les pères fondateurs ont été, disons, la référence essentielle. Oui, concrètement, professeur. Alors, je reviens à... Alors, aujourd'hui, les confréries qui ont été une réponse à, même bien avant les confréries, mais par exemple pendant la période de la traite négrière au XVIIIe siècle, ou tout simplement pendant la période de la colonisation avec l'éclipse et la disparition des royaumes tièdons, les chefs religieux ont joué un rôle social extraordinaire. Dans l'enseignement, dans le domaine de l'enseignement, l'organisation des populations, servir de relais entre les populations et plus tard avec l'administration coloniale et l'administration. Mais il y a eu quand même une évolution parce que de quelques pères fondateurs, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec une famille extrêmement large dans chaque confrérie. On a les fils, les petits-fils, et chacun veut jouer un rôle. Et déjà, dans ces rapports de médiation entre les descendants et l'État, l'État n'a pas un seul interlocuteur. Même si, par exemple, quand on prend les deux grandes confréries, la Tijaniya et la Tijaniya de Tivaouane, parce qu'il n'y a pas une seule Tijaniya ici au Sénégal, mais aussi la confrérie Mouride, même si l'organisation chez les Mourides est une organisation pyramidale, n'empêche, si vous allez à Touba aujourd'hui, il y a les fils, les petits-fils, mais en dehors de Touba, il y a les autres foyers religieux, Darou, etc. Donc, qui va être véritablement l'interlocuteur de l'État? Même les sociétés, qui étaient des sociétés sans chef guide religieux, créent un guide religieux parce que, je pense beaucoup au sud du Sénégal, parce qu'ils ont besoin de ces guides religieux pour leur servir d'interlocuteurs et de médiateurs face à l'État. Voilà, donc, mais par rapport à ça, professeur, est-ce qu'il pouvait en être autrement si l'on sait que les rapports entre le pouvoir spirituel et temporel, les rapports ont toujours été des rapports opportunistes, dès lors qu'on sait que pour être élu, effectivement, les gens ont besoin du pouvoir spirituel. On l'a vu avec Senghor, quand il a voulu, effectivement, il est allé obtenir, il est allé plutôt... il est allé chercher justement le soutien de Serigne Fallou à l'époque. Voilà. Est-ce que là, on n'est pas, voilà, on n'est pas là dans un cercle vicieux? Le système fonctionnait relativement bien tant que les interlocuteurs de l'État étaient d'abord un nombre limité, tant que les interlocuteurs de l'État savaient aussi où s'arrêter dans ces rapports. Je ne pense pas, par exemple, que le président Senghor et le président, par exemple, le président Senghor et, comment on appelle ça, Serigne Fallou Mbacké, ou encore El Hadji Serigne Babacar Sy, et plus tard Serigne Abdoul Aziz Sy, aient eu un type de rapport qui ne se fondait pas sur l'équilibre et une certaine complicité. Mais aujourd'hui, il y a l'éclatement. Tout le problème, c'est l'éclatement de ces familles religieuses. Combien de foyers religieux disposons-nous au Sénégal? Et chaque foyer religieux se veut l'interlocuteur direct de l'État. Vous savez, avant, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, qui étaient l'administration territoriale déconcentrée, représentaient le chef de l'État dans toutes ces cérémonies religieuses. Mais aujourd'hui, si quelqu'un organise une cérémonie religieuse, si on ne lui envoie pas un ministre, et même pas n'importe quel ministre, parce qu'ils diront, ils ne m'ont envoyé que tel ministre et pas tel autre ministre, mais ils ne seront pas contents. Mais à partir de ce moment, si nous passons notre temps, nous tous, y compris pour les chefs religieux, y compris pour les guides, dans les cérémonies, dans les cérémonies protocolaires, dans les conférences, parce qu'il y en a beaucoup, quand est-ce qu'on va penser véritablement à notre développement? Et je pense d'ailleurs
que le moment est venu peut-être, parce qu'on l'a fait dans le cadre des assises nationales, et il y a une excellente définition qui est donnée par les assises de ce que doit être la laïcité. Mais je pense qu'aujourd'hui, si nous ne redéfinissons pas ce type de rapport, jusqu'où l'État pourra aller et qu'est-ce qu'il faudra faire, ça va se retourner comme un boomerang contre l'État et contre le développement et contre le Sénégal. Justement, les assises, vous en parlez, vous avez été acteur, acteur principal des assises nationales. Aujourd'hui, comment appréciez-vous un peu le fait que les conclusions des assises nationales ne soient pas prises en compte dans son entièreté par l'actuel président qui pourtant avait pris l'engagement entre les deux tours Je crois que tout le monde avait signé sans réserve les conclusions des assises nationales, surtout la charte de la gouvernance démocratique. Entre un idéal, parce que nous tous nous devons tendre vers cet idéal, et la réalité de la gouvernance, il y a peut-être toute une difficulté qui se situe à ce niveau-là. Mais, c'est ce que je disais la dernière fois, peut-être que le comité de pilotage des assises doit organiser une réflexion bilan sur les éléments qui ont été intégrés dans la nouvelle constitution. Ce que nous allons faire et comment allons-nous continuer le processus dans les années à venir et dans les décennies et les mois à venir. Mais récemment, quand même, une réunion a été tenue où vraiment les acteurs... J'étais à cette réunion. Mais je pense que c'est nécessaire. Parce que si aujourd'hui le président Macky Sall, dans la constitution qu'il a proposée au Sénégalais, qui a été votée avec lui, si le président Macky Sall n'a pas tout intégré, peut-être qu'il faudra qu'on continue le travail de négociation, de discussion pour pouvoir intégrer, parce qu'il y a des éléments... Qui va l'intégrer? Ça, c'est le peuple sénégalais, la société sénégalaise, les citoyens sénégalais et les politiques. Parce que tout n'est pas fait, tout n'a pas été fait. Et les assises, moi, je les vois comme un idéal extrêmement important et personne ne met. Mais intérieurement, professeur, vous qui avez été vraiment au devant quand même des travaux des assises nationales, est-ce que vous n'avez pas un peu un pincement de cœur quand effectivement vous voyez que juste quelques points étaient intégrés dans la nouvelle constitution? Si ça ne dépendait que de moi, je ne parle même pas des assises, mais il y a très longtemps qu'on aurait atteint la démocratie la plus parfaite au Sénégal. Parce que toute ma vie, toute ma jeunesse, je l'ai consacrée à la lutte de la démocratie. Mais les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, et vous savez, les politiques, comment ils sont, quelles sont leurs visions, leurs perspectives. Ils disent oui, mais en se disant, si nous acceptons tout et si nous l'intégrons, est-ce que nous n'allons pas nous affaiblir nous-mêmes? Je pense qu'ils pensent aussi à leur propre pouvoir et comment d'abord se pérenniser au pouvoir, au-delà de se pérenniser au pouvoir, comment continuer à conserver l'essentiel du pouvoir entre les mains de l'exécutif. Et je pense qu'au fond, la politique, c'est un rapport de force. À partir du moment où le peuple des assises n'a pas le rapport de force de son côté pour pouvoir imposer au président élu par le peuple des assises, je pense que nous devons continuer tout simplement à nous battre. Mais professeur, est-ce qu'il s'agit quand même d'un rapport de force ou un rapport, en fait, la question d'imposer ou pas? Parce que quand même, pour moi, à mon avis, c'est une question de respect de la parole donnée. Dès lors où un candidat a pris l'engagement de respecter les conclusions et qu'une fois au pouvoir et qu'il revienne sur sa décision, est-ce que là, ça pose un problème d'éthique? Nous en avons beaucoup discuté dans ce pays, je pense. On a beaucoup posé, et une des, comment on appelle ça, la commission la plus importante, c'était la commission qui portait sur l'éthique. C'est la commission qui portait sur l'éthique, et c'est la commission qui pensait pouvoir ramener l'éthique au cœur de la politique. Mais quand on voit aussi comment l'exercice du pouvoir se fait, par exemple, je prends un seul exemple. Le président Macky Sall, sur la question de ramener son mandat à 5 ans, je suis
l'un ou l'une des farouches partisans justement des 5. Ah non, parce que c'est comme ça. Mais, et je me disais que le président Macky Sall, et ça j'en avais l'intime conviction, avait là une possibilité en or, même d'avoir le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce qui a fait renoncer au président Macky Sall à cet engagement? Jusqu'au jour où je vous parle, je n'ai pas encore la réponse à cette question. Cela veut dire... Vous êtes ministre conseiller? Oui, mais ça, c'est pas parce que je suis ministre conseiller que je peux décrypter tout. Mais quel est votre rôle exactement, président? Non, moi je m'occupe de francophonie. Ce qui ne veut pas dire que je ne discute pas avec le président d'autres choses. Mais à partir du moment où je me dis, c'est la grande question que je me pose, s'il a renoncé à toutes ces possibilités, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de plus fort que lui. Mais qu'est-ce qui vous empêche de l'interpeller en tant que corporateur? Vous pensez que je ne l'ai pas fait? Voilà, justement, quel a été ça? Ah non, ça je ne peux pas le dire. Par exemple, vous savez, en politique, ce n'est pas pour rien que les gens écrivent plus tard quand ils sortent, etc. Je pense aussi, dans la marche d'un État, on ne peut pas tout dire tout de suite. Il faut peut-être essayer de comprendre. Vous le comprenez, dans sa réponse, vous le comprenez. La réponse je sais que ça a été un choix difficile pour lui. Ça a été un choix très difficile pour lui. Et quand on voit, par exemple, le discours qu'il a tenu le 31 décembre, qui était un discours extraordinaire, apprécié de tous, et le fait qu'il revienne sur son engagement autour de 5 ans, je crois que ça a été un choix difficile, que ça n'a pas été facile. Mais j'essaierai de comprendre. J'essaierai de comprendre. Et je suis persuadée que le président Macky Sall, ça vraiment j'en ai l'intime conviction, que lorsqu'il prenait cet engagement, jusqu'à un certain moment, il était très sincère dans cet engagement-là. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Peut-être que moi aussi je vais continuer la réflexion. Professeur, est-ce que ce n'est pas un peu simpliste quand même de vouloir dédouaner le président comme ça? Ah non, je n'ai pas voulu le dédouaner, mais j'essaie de comprendre. Voilà, nous allons évoluer, professeur. Il nous reste 10 minutes. Voilà, donc on va aborder la question de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités locales qui suscite beaucoup de polémiques, qui suscite beaucoup également d'intérêt dans la classe politique. Est-ce que vous pensez que cette institution est utile là? Vous savez, dans les assises et les propositions des assises, il existait une institution justement qui devait prendre en charge les transformations issues des politiques de décentralisation. Je pense qu'une institution, la décentralisation n'est pas achevée. Il faut continuer à l'approfondir, mais on aurait pu aussi prendre un peu plus de temps pour réfléchir au contenu de cette institution. Et finalement, quand on voit les tiraillements par-ci par-là, on a le sentiment que pour n'importe quelle élection, l'attitude des politiques ne change pas. C'est toujours la même attitude, le même comportement, la même lutte pour l'accès au poste, et c'est vraiment dommage. Parce que notre démocratie, à mon avis, doit être une démocratie majeure, devant permettre l'émergence d'un leadership transformationnel pour ce pays. On n'est pas dans une institution parce qu'on veut être ou on doit être dans une institution. On est dans une institution parce qu'il faut apporter un changement. Concrètement, est-ce que vous pensez que le HCCT est quand même utile? Tant que c'est une institution de consultation, pour pouvoir achever l'acte 3 de la décentralisation, mais vous savez, allez savoir ce qui est derrière justement ces institutions, pourquoi ces institutions ont été créées. Le président, dès qu'il a été élu, il avait supprimé le Sénat, c'était une demande des citoyens. Revenir pour mettre le Haut Conseil, il faut peut-être essayer de savoir ce qu'il y a derrière ce Haut Conseil et que ça ne soit pas véritablement un Sénat
Professeur, en vous entendant parler, on a l'impression que vous êtes mis hors jeu, ou bien on vous éloigne peut-être du système, parce que vous semblez ignorer les véritables motivations du chef de l'État dans ces... Parce que je ne suis pas dans le débat politique. Quels sont vos rapports actuellement avec le chef de l'État? Est-ce que vous voyez régulièrement, vous lui soumettez vos suggestions, est-ce qu'il en tient compte? Parce qu'on a vu récemment avec ce qui a motivé le départ de Amsatou Sidibé, hein, c'était un trop-plein de colère, de frustration, parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas comptée par le chef de l'État, elle ne l'écoutait pas. Est-ce le cas? C'est deux tempéraments très différents. Amsatou est ma collègue, que j'aime bien, que j'apprécie, mais nous sommes deux tempéraments très différents. Vous savez, moi, depuis que je suis élève pratiquement, je me bats. Et je suis engagée pour différentes causes. Je n'ai cessé d'être engagée depuis que j'ai été au lycée Mangoïa-Marine, très jeune élève jusqu'à aujourd'hui. Je crois aussi que j'ai un sens politique très aigu. Je comprends très facilement les enjeux politiques. Et vous savez, en politique, il faut savoir, à un moment donné, mettre entre parenthèses ces véritables ambitions et attendre un moment beaucoup plus favorable. Ça veut dire que vous avez des ambitions pour l'instant non avouées. J'ai des ambitions pour mon pays et je n'ai jamais cessé d'avoir des ambitions. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le professeur Penda Mbow soit candidat à la prochaine présidentielle? Pour l'instant, je suis avec le président Macky Sall qui m'avait demandé de venir à ses côtés. Et je suis une personne d'une très grande loyauté. Je resterai avec lui tant qu'il me demandera d'être à ses côtés. Quand j'ai des choses que j'estime ne pas être conformes avec ma vision, je lui dis et je ne manquerai pas de le lui dire. Je crois que nous avons des rapports très francs, très sincères, très honnêtement. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas dans son espace politique, parce que je ne fais pas partie de l'APR. Est-ce qu'il vous a une fois invité à rejoindre l'APR comme il l'a fait avec d'autres? Non. Non, non. La seule fois où j'étais dans une réunion de l'APR, c'était un anniversaire qui s'était passé au niveau de Méridien. Vous savez, moi, j'ai toute une histoire. Mais professeur, concrètement, est-ce qu'on peut s'attendre, donc si je comprends bien, après peut-être le départ du président Macky Sall, on peut s'attendre à ce que vous briguiez le suffrage des Sénégalais? En tout cas, une chose est sûre. Mon rôle pour le Sénégal ne se limite pas à ce que je suis en train de faire et ne se limitera jamais, jamais à ce que je suis en train de faire. Et ça, je le dis très sincèrement et très honnêtement, un rôle pour ce pays. Parce que je n'ai pas renoncé à une vie internationale, à une carrière internationale, à aller enseigner dans les grandes universités de par le monde, rien que pour me battre pour le Sénégal et en finir comme ça. Un queue de poisson. Non. Donc, le professeur Penda Mbow fut candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, pour l'instant, j'accompagne le président Macky Sall. Et je l'aiderai tant qu'il le souhaitera pour réaliser ses ambitions pour le pays, parce que ça ne sert absolument à rien d'aller dans une confrontation, parce qu'au fond, moi, mon objectif, c'est toujours d'améliorer les conditions de vie des citoyens sénégalais et d'aider mon pays à aller de l'avant. Tant que c'est possible, je le ferai. Le jour où je peux, où je me sentirai en tout cas encore beaucoup plus à même d'aller de l'avant, j'irai, mais je serai toujours jusqu'à la fin de ma vie au service du peuple. Voilà, professeur, nous allons aborder la dernière question. Elle est relative un peu à la binationalité. Hein. Vous êtes, comme vous le dites, vous êtes ministre conseiller, c'est-à-dire la francophonie. Comment voyez-vous ce débat qui pollue l'atmosphère politique sur la binationalité? Est-ce que vous pensez que c'est un débat sain? Vous savez, le Sénégal est un pays où malheureusement le débat politicien a toujours existé. Parfois aussi, il ne faut pas trop prendre à la lettre les débats tels qu'ils sont posés parce que ça fait partie de l'animation de l'espace public.
les politiques ont besoin d'animer cet espace public. Attendez, professeur, je termine. Oui, ce débat a créé le feu, a allumé le feu. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la... Débat sur la nationale, sur l'ivoirité, et ce débat sur la binationalité, qui est réglé d'ailleurs par la Constitution. Je pense que c'est pas la même chose. Mais je vais vous dire une chose. Mais je vais vous dire une chose. Notamment, oui. Moi, personnellement, jusqu'à la fin des temps, je ne serai que cette phrase. Je suis un vrai patriote. Je n'aurai qu'une seule nationalité, la nationalité sénégalaise. Et tous ceux qui me seront proches n'auront qu'une seule nationalité, la nationalité. Je suis une vraie patriote. J'aime mon pays et ma nationalité me suffit. Par contre, par exemple, voilà, Abdoul Mbaye, tous ces gens qui sont français, ils sont français, ceux qui sont nés à part l'indépendance et qui sont français, mais ils doivent renoncer à leur nationalité française pour avoir une nationalité exclusivement sénégalaise. Non, le débat, justement, c'est la proposition faite par Benoît Sambou, justement, qui voudrait que pour être candidat, il faut renoncer à sa nationalité 5 ans avant. Justement, c'est ce qui est... Mais il peut même aller beaucoup plus loin. On a vu combien de cadres sénégalais, quand leurs femmes sont à terme, les envoyer aux États-Unis, en France, pour faire naître leurs rejetons parce qu'ils veulent leur donner la nationalité de ce pays, du pays. Combien de fois a-t-on vu, moi j'ai vu, je suis étonnée de voir le nombre, parce que je regarde souvent, le nombre de Sénégalais qui voyagent avec des passeports étrangers et qui jouent des rôles très importants dans ce pays. Donc moi je pense que tout ça n'est pas sain, il faut que les gens croient à leur pays. Professeur, par rapport à cette disposition, êtes-vous d'accord à ce que cette disposition soit intégrée? Moi je pense que parfois les politiques, ils mettent les enchères assez haut pour pouvoir négocier et discuter. Et je mets cette histoire de 5 ans sur le compte de la nécessité de discuter entre hommes politiques pour trouver des consensus ou bien pour que l'un lâche du reste et que l'autre arrive justement à le faire plier. C'est comme ça que je vois cette histoire de débat. Justement, mais s'il s'agit quand même d'exclure peut-être 1 ou 2 candidats, on passe à Karim Wade. Quand une personne est condamnée pour un délit du droit commun, ça me paraît beaucoup plus grave pour l'élection que cette question encore de l'élection. Donc ça ne vous gêne pas que les gens... Ah non, moi je ne voterai que pour un Sénégalais. Un Sénégalais, quelqu'un d'exclusivement sénégalais. Je ne voterai pas pour quelqu'un qui a une double ou triple nationalité. Ça, je suis tout à fait contre. Et quand une personne... Moi, quand j'ai des ambitions, il y a depuis très très longtemps, et je ne peux même pas concevoir qu'on ait des ambitions pour son pays et qu'on circule avec des passeports qui ne soient pas des passeports sénégalais. Un passeport sénégalais. Voilà, votre dernier mot, professeur. Mon dernier mot, c'est que je suis toujours là, j'ai toujours mes idées, qui sont des idées qui vont dans le sens du progrès, dans le sens de l'amélioration, non seulement des conditions du Sénégal, des Sénégalais, mais que le Sénégal continue à être une référence, un modèle de démocratie. Je vous remercie, professeur. Je vous remercie, chers internautes, d'avoir suivi l'émission. Je vous rends rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.